Bonsoir et bienvenue au journal du soir sur Télé Liban. Le Premier ministre Nawaf Salam hausse le ton après l'illumination du rocher de Raouché par le Hezbollah, malgré une interdiction officielle. Il a convoqué un conseil des ministres extraordinaire pour discuter des répercussions de cet acte jugé comme une provocation directe à l'autorité de l'État. Le symbole de Beyrouth transformé en écran de projection. Malgré une interdiction formelle, le Hezbollah a illuminé le rocher de Raouché à l'occasion de la commémoration de ses deux dirigeants assassinés. Une démonstration de force qui a immédiatement suscité la colère du Premier ministre. Nawaf Salam a convoqué en urgence deux réunions au Sérail. D'abord, avec les ministres de la Défense, de l'Intérieur et de la Justice. Puis, un conseil des ministres élargi. L'objectif, examiner les suites judiciaires et sécuritaires de ce qu'il qualifie de violations flagrantes des autorisations officielles. Sur X, le chef du gouvernement a affirmé que les organisateurs de l'événement doivent être traduits devant la justice, insistant sur la nécessité de réaffirmer l'autorité de l'État. Le Hezbollah, lui, a revendiqué ouvertement l'initiative. Présent sur les lieux, Wafik Safa a confirmé que l'illumination se déroulerait comme prévu, défiant ainsi les mises en garde des autorités. Cette escalade a provoqué des remous jusqu'à dans les plus hautes sphères politiques. Des sources indiquent que le président du Parlement, Nabih Berri, aurait exprimé son mécontentement face à une violation de l'accord conclu pour éviter ce type de mise en scène. En parallèle, plusieurs figures politiques comme Marwan Hamad et Sami Jmail ou Firas Hamdan ont rendu visite à Salam pour lui exprimer leur soutien dans ce bras de fer institutionnel. Entre provocation et condamnation, l'illumination de Raouché symbolise le défi posé à l'autorité de l'État libanais. Le Premier ministre promet des mesures fermes, mais reste à savoir si elles pourront être appliquées face à un Hezbollah qui impose sa propre logique politique au cœur même de la capitale. Un bras de fer de plus entre l'État et le Hezbollah sur fond de tensions grandissantes dans le pays. Dans un registre différent, la résidence des Pins à Beyrouth a accueilli le lancement du projet Sahtak Bi'idak, ta santé est entre tes mains, une initiative de l'ambassade de France au Liban et de l'Institut français en partenariat avec plusieurs ONG libanaises. Sous le haut patronage de l'ambassadeur de France, Hervé Magro, le projet Sahtak Bi'idak, ta santé est entre tes mains, met le sport au service de la santé, de l'inclusion et de la jeunesse libanaise. Inspiré par les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, Sahtak Bi'idak prévoit la formation de 80 enseignants, des actions ciblées pour les femmes et les personnes en situation de handicap, et même des stages d'entraînement en France pour les espoirs du sport libanais. Tout d'abord, promouvoir les bienfaits d'une pratique sportive régulière pour la santé physique et mentale des jeunes Libanaises et Libanais, parce que le sport est une formidable école de la vie. Nous accompagnerons les professeurs d'éducation physique et sportive par le biais de formations, afin de faire de leur enseignement un vecteur de soutien psychosocial et d'apprentissage moderne et ludique du français pour les élèves. Nous organiserons également, en lien avec nos partenaires, des journées d'orientation sportive aux 4 coins du pays, afin de permettre à des milliers de jeunes de s'essayer à différentes disciplines pour découvrir celle qui leur plaît et faire de ces événements de grands rassemblements festifs et sportifs. Un projet ambitieux pour faire du sport un levier de santé, de résilience et d'avenir. À la veille d'un discours explosif attendu de Benjamin Netanyahou à l'ONU, Donald Trump a surpris en déclarant qu'il ne laisserait pas Israël annexer la Cisjordanie. Une prise d'opposition inédite de la part du président américain, alors que la question palestinienne revient au premier plan des débats internationaux dans un climat de tension extrême autour de Gaza et des nouvelles reconnaissances diplomatiques de l'État palestinien. Donald Trump a pris une position claire. Je ne permettrai pas à Israël d'annexer la Cisjordanie. Un message adressé directement au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Ce dernier a déjà promis de renforcer la colonisation en Cisjordanie. Certains de ses ministres appelant même à l'annexion pure et simple du territoire. Mais pour Washington, le risque est grand.
Les pays arabes et musulmans ont clairement alerté sur les dangers d'une telle annexion, a rappelé le chef de la diplomatie saoudienne. Donald Trump assure qu'un accord de paix sur Gaza est proche, évoquant un nouveau plan en 21 points porté par son émissaire Steve Witkoff. En parallèle, le président palestinien Mahmoud Abbas a répété ses engagements. Pas de rôle pour le Hamas dans la future gouvernance, mais un appel pressant à la reconnaissance de l'État de Palestine. Le Hamas ne représente pas le peuple palestinien, a-t-il martelé, dénonçant ce qu'il qualifie de génocide et crime de guerre à Gaza. Ces déclarations interviennent après que la France, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie ont rejoint une dizaine de pays reconnaissant officiellement l'État de Palestine. Une dynamique internationale qui heurte frontalement la ligne de Benjamin Netanyahou. Il n'y aura pas d'État palestinien, a-t-il répété, promettant de dénoncer à l'ONU des dirigeants qu'il accuse de vouloir récompenser des meurtriers. Au cœur de l'ONU, deux visions s'affrontent, celle d'une paix à deux États, que soutient une majorité écrasante de membres, et celle d'Israël, fermement opposée. L'enjeu, savoir si les déclarations de Donald Trump marqueront un tournant réel, ou resteront une promesse, parmi d'autres, dans un conflit sans fin. À la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a multiplié les annonces chocs. Élimination de Hassan Nasrallah au Liban, chute du régime de Assad en Syrie, frappe contre le Hamas et avertissement contre l'Iran. Des propos qui suscitent à la fois stupeur et inquiétude sur fond d'appel à une paix conditionnée avec le Liban et de rejet de la reconnaissance d'un État palestinien. Le Premier ministre israélien a revendiqué plusieurs victoires militaires et politiques au Liban, en Syrie et à Gaza. Nous avons arrêté le Hezbollah et éliminé la plupart de ses dirigeants. Nous avons éliminé Hassan Nasrallah au Liban et renversé le régime d'Assad en Syrie, a-t-il affirmé. Le chef du gouvernement israélien a également déclaré avoir écrasé une grande partie du Hamas, tout en remerciant le président américain Donald Trump pour ses décisions face à l'Iran. Il a ajouté « Nous ne devons pas permettre à l'Iran de reconstruire sa capacité nucléaire. Les sanctions doivent être rétablies. » Sur la question palestinienne, Netanyahou rejette catégoriquement l'idée d'un État reconnu par la communauté internationale. Selon lui, l'autorité palestinienne serait aussi corrompue que le Hamas. Il a prétendu que les Palestiniens ne veulent pas d'un État à côté d'Israël, mais à la place d'Israël. Concernant le Liban, il tend la main. La paix serait possible, affirme-t-il, si Beyrouth désarme le Hezbollah. Netanyahou a enfin évoqué des négociations sérieuses avec le gouvernement syrien, annonçant une transformation en profondeur du Moyen-Orient dans les prochaines années. Un discours qui mêle menaces, revendications et perspectives, mais qui risque aussi d'enflammer davantage une région déjà au bord de l'embrasement. À Islamabad, des adolescentes afghanes réfugiées vivent dans la peur d'être expulsées, mais continuent à s'accrocher à leur guitare comme à un dernier souffle de liberté. Interdites d'école et de musique sous les talibans, elles se battent désormais pour ne pas sombrer dans le silence. Dans un logement discret de la capitale pakistanaise, on parle à voix basse pour ne pas attirer l'attention. Shaima et sa sœur Lailama, 15 et 16 ans, auraient dû embarquer pour New York. Mais leur rêve d'asile aux États-Unis s'est brisé en février quand le président Donald Trump a gelé le programme d'accueil de 15 000 Afghans. Aujourd'hui, leur seule liberté, c'est la musique. Shaima souligne « L'acoustique de la cuisine est super, ici au moins on peut encore jouer ». En Afghanistan, la musique est bannie, l'école interdite aux filles après 12 ans. L'ONU parle d'un véritable apartheid de genre. Pour ces jeunes réfugiés, tout retour est impossible. Mais au Pakistan, la pression monte aussi. Les visas ne sont plus renouvelés et les expulsions se multiplient. On n'est pas un camp de transit à durée illimitée, tranche un officiel pakistanais appelant les pays occidentaux à assumer leur part. Pour tenir, Shaima, Zahra ou Yasmine s'accrochent à leur guitare. Certaines ont déjà dû changer 4 fois de logement pour échapper à la police. Leur musique est devenue une arme contre l'oubli. Zahra dit « On veut que nos chansons portent la voix des Afghanes. Retourner là-bas, c'est trop horrible. » Terrées entre 4 murs, elles continuent pourtant d'espérer. Espérer qu'un jour, leur musique résonne librement ailleurs qu'en cachette. Thousand guitars
Et enfin, notre reporter Joël Sfer nous amène au cœur de la capitale jordanienne, Amman, où se dresse un monument qui traverse les siècles, le théâtre romain. Construit au IIe siècle sous l'empereur Antonin le Pieux, il pouvait accueillir près de 6000 spectateurs. Taillé dans la colline, le théâtre domine la ville et témoigne du rôle central de la Philadelphie, l'ancien nom de Amman dans l'Empire romain. Ici, on organisait des pièces de théâtre, des spectacles, mais aussi des cérémonies officielles. Aujourd'hui encore, l'acoustique est impressionnante. On peut entendre une voix claire depuis les gradins les plus hauts. L'édifice a traversé les épreuves du temps, mais il a aussi été restauré dans les années 1950 pour lui redonner son allure d'antan. Le site abrite aujourd'hui deux musées, celui des traditions populaires et celui du folklore jordanien, qui raconte l'histoire et la culture de la région. Plus qu'un vestige archéologique, le théâtre romain est redevenu un lieu vivant. Chaque été, concerts et spectacles y sont organisés, rassemblant Jordaniens et visiteurs du monde entier. Entre héritage antique et modernité culturelle, le théâtre romain d'Amman demeure l'un des symboles les plus emblématiques de la Jordanie. Et c'est ici que s'achève notre journal. Merci et bonsoir.